Bonjour à tous et bienvenue dans Overbooked spécial Book Club Edition autour du livre Le Chapelet de misère de Marwa S. Bakayoko. Ce livre qui parle du parcours de trois jeunes femmes qui ont traversé des épreuves très difficiles. Je vous invite donc à découvrir avec moi et mes invités du club de lecture cette œuvre passionnante écrite par l'écrivaine Marwa S. Bakayoko. Aujourd'hui, nous avons avec nous Franck, Anita, Yessia et Marion, qui sont membres de notre club de lecture et qui vont avec nous discuter du livre, nous donner leur avis, partager leurs impressions et peut-être vous recommander le livre à la fin de cette session. Bonjour à tous. Bonjour. Et j'ai hâte que l'on commence et qu'on se lance dans le vif du sujet. L'histoire se déroule donc entre Abidjan, Mans et Soubré, en tout cas en Côte d'Ivoire, mais à travers la vie de trois femmes. On a Mikriba, on a Mambala et Maté, qui chacune vont avoir une expérience particulière avec la violence au sein de leur famille, avec des hommes ou avec une violence verbale, aussi bien verbale que physique ou même sexuelle. Donc chacune d'entre elles va avoir ces épreuves-là, mais va les vivre différemment. Et autour de ces histoires, on va apprendre énormément sur l'entourage, sur la société et sur le genre de personnes que l'on peut rencontrer et comment est-ce que la vie peut nous façonner d'une manière ou d'une autre. Sans plus tarder, nous allons commencer, après vous avoir fait ce résumé, avec le profil de Mikriba, qui est le personnage principal. Donc le film commence avec l'assassinat, on va dire, de Tout Blanc, qui est, on apprend dès les premières lignes, le mari de Mikriba. Et je voulais savoir comment est-ce que vous aurez réagi à la place de Mikriba. Je pense que je ne serais pas allée jusqu'à le poignarder plusieurs fois comme elle l'a fait, mais je sais que j'allais chercher un moyen de m'en sortir en fait. Mhm. Et donc, le premier moyen personnellement auquel j'ai pensé, c'est le poison. Parce que je me dis que le poison, tu laisses moins de traces que voilà, de prendre un couteau, de laisser tes empreintes, de piquer la personne comme ça à vif. Ça, quand même, c'est extrêmement violent. Bon, c'est sûr qu'elle a été victime aussi de violence et donc elle a réagi par la violence, mais Est-ce que tu peux détailler les violences que Tout Blanc lui faisait subir qui a poussé à cet acte qu'elle a commis? oui. Mikriba a poignardé plusieurs fois Tout Blanc parce qu'elle a été mariée de force. Mhm. Donc, on l'a informé, on l'a mis sur le fait accompli que son père l'avait donné en mariage au plus riche de la région qui était un grand transporteur, donc Tout Blanc. Parce que déjà, Tout Blanc l'avait dragué Mhm. et elle avait refusé. Il n'a pas supporté ce refus parce que pour lui, toutes les femmes devaient lui étaient acquises. Voilà. Elle devrait être à ses pieds. C'était limite un privilège même pour elle de se faire draguer par lui. Mhm. Et donc, il n'a pas supporté ce refus d'une jeune femme qui avait visiblement la tête sur les épaules. Et donc, il est, on va dire, en griffe, il est passé par derrière. C'est-à-dire qu'il s'est dit, puisque je ne peux pas la voir directement, je vais passer par ses autorités à elle. Donc, il est passé par ses parents. Et donc, c'est comme ça que la transaction s'est faite. Et c'est tout ça, en fait, qu'elle n'a pas supporté. Ensuite, elle a été violée Mhm. littéralement parce que pour pouvoir se laisser faire, les femmes de sa famille l'ont droguée Aussi. pour que vraiment elle ne puisse poser aucune résistance à Tout Blanc. Et donc, c'est au bout de la troisième journée de torture, hein, on va dire ça comme ça. Qui est censée être la nuit de noces. Voilà, qui était Mhm. censée être la nuit de noces. C'est la nuit de noces, ouais. Voilà, la période de noces, donc ça devait durer 3 nuits successives. Où donc, chaque fois qu'elle se relevait un peu, on lui donnait cette même mixture Mhm. avec des choses. Donc, elle explique elle perdait complètement ses moyens. Quand elle se réveillait, elle voyait des griffures sur son corps, elle voyait qu'elle saignait abondamment. Donc, Clairement. une nuit, 2 nuits, la troisième nuit, elle n'a pas supporté, elle avait caché un couteau et puis bon, C'est passé à la elle est passée avec, ouais, La poignardée. sans goal. J'ai l'impression que Michiba, elle n'avait même pas d'issue. C'est comme si quand elle est entrée dans ce mariage, c'est que donc, sa mère qui l'a beaucoup supportée depuis qu'elle est petite, qui a fait des sacrifices pour elle, dès qu'elle a su qu'elle devait aller à la Mecque, avoir des bijoux, elle a laissé tomber. Bon, son père, bon, le père de Michiba, bon, on peut, en tout cas son père. Et puis moi, j'ai l'impression en fait elle était vraiment seule dans ce truc. C'est pourquoi je dis que moi, j'aurais subi ma vie. Parce que c'est comme s'il n'y a pas d'autre issue. C'est que donc tu n'as pas quelqu'un qui va t'aider. Même la dame qui te prépare au mariage, c'est elle qui te drogue. Donc, en fait, pour moi, je me serais renfermée sur moi-même et puis peut-être j'allais commettre l'irréparable, peut-être sur moi pour me libérer, mais pas, oui, c'est pour ça que je dis subir ma vie, oui. Non, non, je voulais pas dire que j'allais, mais bon, je voulais pas utiliser le mot suicide, mais bon, c'est ce que je voulais dire, subir ma vie et me libérer moi-même de tout ce que je vis et non ôter la vie. Bon, c'est ça. Quand on plante le contexte, on voit dans quelle situation elle était. C'était la seule qui était scolarisée dans sa famille. Mhm. Donc déjà, grandir dans l'environnement intellectuel, elle avait déjà une certaine vision de sa vie, elle voulait être pilote et tout. Donc du jour au lendemain, tu vois que tout ça s'écroule parce qu'on a décidé de te marier avec quelqu'un. Et en plus, c'est même pas quelqu'un de ta promotion, c'est un vieux. Et comment ça se passe? Sa mère qui est censée la protéger, qui l'a toujours protégée, la laisse tomber.
Elle se rend compte même que sa mère est prostituée. Ah oui. Donc déjà, il y a eu un effet crescendo, selon moi. C'est Parce que ça, c'est dans c'est graduel. il y a eu beaucoup de choses qui se sont brisées au fur et à mesure. Donc je me dis déjà, il y a la violence émotionnelle qu'elle a reçue par son histoire familiale même. Et il y a cet homme-là on te dit que tu vas passer toute ta vie avec lui. Elle sait dans quel environnement elle a grandi. Elle sera obligée d'être soumise. Voilà. Voilà. Et si déjà pendant la lune de miel, qui est censée être le moment où on témoigne l'amour, tu te réveilles, tu es griffé, disons, on t'a drogué. En tout cas, Moi, je me dis que c'est elle se disait qu'elle n'avait plus rien à perdre, en fait, c'était sa seule issue. Donc, c'était soit elle, soit son bourreau. Donc, dans ce sens-là, je me dis qu'à sa place, j'aurais peut-être réagi de la même manière. Tu aurais tué tout blanc. Ouais, j'aurais tué mon bourreau. Parce que c'est quand lui, il meurt que ma violence, que ma souffrance s'arrête. Voilà, donc... Et toi, Marie? La fuite, hein. Clairement, c'est dur de se projeter dans les chaussures de Mikriba. Mais en effet, face à tout ce contexte où en fait sa voix semble être même pas entendue, tout ce ses émotions totalement ignorées, ce qu'elle a à vivre, en fait, c'est limite devenu plein d'objets en fait. Donc tu te dis que, elle se dit que quoi, ok, après la voix, qu'est-ce que je peux faire en fait? La violence semble être the next option, la prochaine option. Mais honnêtement, si j'étais à sa place, bon, de par mon caractère, personnellement, je sais que je n'aurais pas choisi la voie de la violence. Moi, je pense que la fuite, ça allait être délicat pour elle. Genre, tu fais la dossier, genre, ok, tu encaisses, et puis un jour, on dit un jour pour le propriétaire. C'est une question de caractère aussi. Parce qu'en même temps, le mariage n'est pas né de l'amour que tout blanc avait pour elle. C'était beaucoup plus une revanche. Tu m'as tenu tête. Voilà. J'ai voulu avoir des rapports avec toi, tu as refusé. Donc je vais voir tes parents directement pour t'épouser. Là, maintenant, tu pourras pas tu pourras rien refuser. C'est ça. Il lui a dit d'abord tu es laide. Ensuite, on dit l'homme avait craché du feu. Il s'était lancé dans une diatribe contenant des mots constituant le champ lexical de la misère. Me faire ça à moi, qui vous est sorti de la poubelle où était ton bâtard de père, Zorobo, la plus grande ordure de la gare routière, ta pourriture de mère dont le commerce charnel est su de tous, puis la déchéance morale. C'est à croire que la misère et la pauvreté constituent une tare congénitale dans votre lignée. C'était violent. C'est pour ça que j'ai dit la violence des mots tout à l'heure, là. Tout est violent. Aussi bien les actes qui posent. Maintenant, moi, par rapport au fait de subir, je pense qu'on a parlé aussi un peu de ça. Genre, je me dis, enfin, je sais pas, je me dis, genre, c'est tellement violent. Est-ce que tu peux jusqu'à quel point tu subis? Quand tu as dit que tu peut-être mettrais fin, tu vois, au truc toi-même, c'est parce que, genre, c'est quand même un calvaire. Même l'option de se dire, peut-être après la lune de miel, ça va changer. Je me dis que ça détruit quand même quelque chose en toi C'est sûr. psychologiquement, Ce sera plus jamais la même. je pense. Je sais pas si tu as vraiment la force d'imaginer, même de rester. Ce genre de rapport, la violence, c'est un peu, elle est évolutive. C'est-à-dire que peut-être au début, ton mari va juste t'insulter. Après, il va te crier dessus. Un jour, il va te donner une claque. Peut-être. Mais là, c'était Dès le Dès le premier jour, c'est ça. Quand c'est comme ça, tu n'imagines même pas comment ça va se passer le lendemain. Tu te dis qu'il faut que ça s'arrête en même temps. Maintenant, est-ce que vous pensez qu'elle aurait dû être condamnée? Moi, je pense que c'est paradoxal. Parce que sur le point du droit, on voit qu'elle a pris le couteau, qu'elle a caché le couteau. C'est-à-dire que dans sa tête, elle se disait que ce soir, si ça se passe mal, je vais le tuer. Donc, il y avait en quelque sorte une préméditation. Mais si on veut prendre sur le plan, disons, Des faits? Humain, je sais Enfin, pas. sur le plan ton vécu. il a le droit d'un côté, quand on veut regarder vraiment le côté humain, on voit que toute personne à sa place aurait fait peut-être la même chose, peut-être pire même. En fait. En droit, on parle de légitime défense. Mais la légitime défense ne doit pas présumer il n'y a pas de préméditation. C'est-à-dire que si le couteau était dans la pièce et que l'agression Elle a a pris commencé, pour que tu ça, l'as ouais. pris pour le tuer, là on peut comprendre. Mais si c'est toi-même qui as envoyé le couteau dans la pièce en attendant la personne, là il y a la préméditation. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas des circonstances atténuantes, en fait? Parce que là, on ne va pas nier, elle est coupable, mais est-ce que le mobile, quand on va regarder le mobile, on va dire que non, c'est justifié, parce que à la fin de la journée, peut-être sa vie était aussi en danger, parce que dès ta nuit de noces, tu te réveilles avec des griffures, tout ça. Mais il y avait quand même des cours, j'imagine, accablantes, quoi, même au niveau du viol, au niveau de... Donc tout ça, ce sont aussi des circonstances, comme tu dis, atténuantes, pour justifier un acte aussi cruel que ce qu'elle a eu à subir, je crois. En tout cas. Peut-être que tout ça a favorisé aussi sa grâce présidentielle. Exact. Je pense que Voilà. c'est ça qui a Parce favorisé que sa pour grâce. moi, je pense qu'elle aurait quand même, déjà, elle aurait dû aller en prison, déjà d'un point de vue sécuritaire. Parce que ça a créé des émeutes dans tout le pays, tout le monde voulait sa peau, tout le monde voulait la tuer. C'est ça. Donc, être en liberté à ce moment-là aurait été beaucoup plus dangereux même pour elle. Donc, il fallait, parce que la prison, ça a aussi ce côté
sécuritaire en gris. Parce que, en principe, en droit, on n'a pas le droit de se rendre justice soi-même ou de rendre justice à un parent qui était victime. Et c'est ce qui allait se passer pour elle. Donc, pour pouvoir protéger même l'auteur de l'acte, il faut déjà l'isoler, la faire oublier un Mais peu. d'abord, je voulais juste revenir sur un autre point, donc par rapport à Tout Blanc. Donc, on a parlé un peu de lui, de ce qui s'est passé, mais ce que je voulais vous demander, c'est ce que vous avez pensé de la dualité du personnage. C'est-à-dire que on sait qu'il y a des gens comme ça qui existent, hein. Dans l'actualité, on le voit. Donc, des personnes qui ont un parcours qui est inspirant. On voit qu'il s'est battu, il a saisi des opportunités, il s'est vraiment instruit, il a tout fait pour arriver où il est, devenir super riche. C'est un modèle de réussite, il est super généreux avec sa communauté, mais il a un vice, c'est un prédateur sexuel, clairement. Je vais vous demander qu'est-ce que vous pensez de ce genre de personnage dans la vie de tous les jours et dans le livre? Dernièrement, j'étais sur ChatGPT et j'ai posé la question à ChatGPT. Le mieux que- défi. C'est pas que des idées. Non, même pas. C'est parce que j'avais vu une interview de Mike Tyson où justement il disait que il s'est rendu compte que être un grand homme ne signifie pas forcément être un homme bon. Et j'ai posé la question à l'intelligence artificielle. J'ai dit, qu'est-ce que tu penses du fait qu'on voit des hommes qu'on peut dire, on peut caractériser comme des hommes, de grands hommes, mais qui ne sont pas forcément de bonnes personnes. Et la réponse était quoi? C'est que quand tu veux devenir un grand homme, c'est généralement par rapport à ton impact sur la société. Donc tu vas t'élever peut-être en richesse, peut-être en influence, etc. Mais c'est des résultats que tu obtiens. Ça ne veut pas dire qu'au fond de toi, tu es une bonne personne. Et même les chemins même que tu vas emprunter pour pouvoir arriver à ce stade-là, même si tu utilises toute la richesse, toute l'influence que tu as gagnée pour faire du bien aux autres, ce sont des actions concrètes, mais ça ne te définit pas réellement en tant que personne. Parce qu'au fond de toi, tu as encore des choses mauvaises. Ce que je voulais dire, c'est que faire du bien aux gens, est-ce que ça te fait du bien à toi-même? Parce que quand je repensais à ça hier, je me disais, c'est vrai qu'il faisait du bien aux gens, il était très généreux, beaucoup d'aumônes, tout ça, et que les gens étaient contents de lui. Mais est-ce qu'il était content de lui-même? De quoi est-ce qu'il tirait réellement sa satisfaction? Parce qu'il y a des personnes qui font surtout qu'on voit généralement pendant les carèmes chrétiens, même les musulmans, des gens qui vont faire plein de dons, tout ça, ils vont soulager des familles. Mais peut-être que lui, le seul soulagement qu'il a dans cette vie-là, c'est quand il récupère les petites au bord de l'école. Tu vois. Donc, est-ce que dans lui, sa vie, c'était pas à ce seul moment-là qu'il faisait enfin ce qui lui plaît à lui? Effectivement. Donc, ça aussi, ça m'a fait... Parler de la dualité de ce personnage, en tout cas, moi j'ai trouvé ça vraiment révoltant dans la lecture, en tout cas, de ce livre. Et c'est pour ça que je me suis beaucoup attachée au personnage de Mambala, c'est ça? Qui a vraiment d'ailleurs de révéler en fait ce côté obscur en fait qui est souvent dû la culture du silence dans notre société qui fait qu'en fait on n'en parle pas. Et en effet, oui, genre c'est pas parce que tu fais de bonnes choses, c'est pas parce que tu produis énormément de bien autour de toi, qu'il y a de bons actes qui sortent, les conséquences sont bonnes, que on peut juger, on se base sur ça pour juger la personne. C'est vrai qu'on dit on reconnaît un bon arbre par ses fruits, mais c'est aussi un fruit en fait de violer. C'est ça, c'est vrai. C'est un écran de fumée aussi. Également, et honnêtement, c'était frustrant à la lecture en tout cas de voir comment tout le monde supportait tout blanc, tout le monde était derrière. Mais ça, c'était un peu le cas de Pablo Escobar. C'était énorme. Parce que quand tu vois, par exemple, au Colombie, on te disait que dans certaines maisons, à la place de la photo de Jésus, c'était la photo de Pablo Escobar. Alors que c'était un assassin. Il a tué des gens et sa drogue a détruit beaucoup de familles, etc. Mais il faisait des dons, il construisait des hôpitaux, des écoles, etc. C'est-à-dire que lui, on sait qu'ils font la drogue et qu'il fait du bien, tu vois. Mais dans le cas de Tout Blanc, personne ne savait qu'il avait cette personnalité de violeur, en fait. Non, mais on savait qu'il rôdait. Je pense qu'on savait, oui. Il rôdait toujours dans les Mais alentours elle de avait l'école. expliqué la violence avec laquelle les rapports s'étaient passés. Je pense que personne n'allait la croire, en fait. On allait se dire, non, voilà, tu es fort, tu racontes n'importe quoi. Et puis, il y a d'autres filles de son école aussi qui ont eu des rapports avec Tout Blanc. Donc, elles vont se dire, mais non, nous-mêmes, on est passé par là aussi. Qu'est-ce que tu racontes? Alors, peut-être qu'elle était la seule à vivre une telle violence. Donc, ça allait... Personne n'allait la croire. Oui, et surtout que dans son contexte, épouser un monsieur comme Tout Blanc, mais en fait, il sort de la famille de la galère, en fait, c'est ça. C'est ça. C'est un point qui revient parfois quand il y a des plaintes même parfois de viol de femmes vers des célébrités ou quoi. Souvent on dit mais il peut avoir toutes les femmes qu'il veut, pourquoi il va violer? Moi j'ai déjà vu ça même sur les réseaux, pourquoi il va te violer, etc. Mais justement parce que des fois tu as des femmes comme Mikriba, rares,
qui vont dire non. Mais je pense que par ego, ou bien parce que tu es habitué à ce qu'on te dit toujours oui, je pense que même si tu es le plus riche du monde ou quoi que ce soit, si cette personne-là te dit non, ben, je pense que tu es capable de violer, quoi. Même si tu peux avoir 10 000 autres filles, c'est elle qui t'a dit non, là, que tu vas vouloir. Parce que tout blanc, c'est ça, il pouvait avoir qui il voulait, mais il s'est acharné sur la fille parce qu'elle a dit non. Il n'a pas supporté Il n'a pas supporté. ce refus-là. Et ça, c'est typiquement masculin. Toxique. On a mis toxique pour le protéger. Moi, je pense que dans le cas de Tout Blanc, comme vous avez dit, vu que c'était quelqu'un qui était influent, il était riche, et il arrivait facilement à manipuler les filles de la même catégorie que Mikriba. Le fait de voir une fille qui, en plus, elle est beaucoup plus pauvre que les autres, parce que c'est la fille de son... Ouais, et c'est la fille de son ennemi, entre guillemets, c'est ça. La fille de la personne la plus détestée de la gare, et puis toi, je viens vers toi pour changer ta vie, tu refuses. Donc, bon. En fait, il a vu tout ça derrière Mikriba, c'est-à-dire il voyait non seulement une femme pauvre, voilà, une jeune fille pauvre, qui vient d'une famille pauvre, et de surcroît, la fille de Zorobo, son ennemi, qui est lui-même pauvre et méprisable. En fait, il s'est dit, tout le monde peut me refuser, Mais pas toi. Pas toi, Mikriba, Ouais. l'élève pauvre, fille de plus, ta Zorobo mère le est pauvre, en fait. prostituée. C'est ça. Il n'a pas supporté. Quelqu'un d'autre aurait pu peut-être refuser, mais pas toi, en fait. Mais et puis, est-ce que dans nos sociétés, avec toute la pauvreté, toute la misère, on peut vraiment censurer quelqu'un qui fait de bonnes actions, mais qui a une mauvaise vie? Est-ce qu'on peut vraiment le faire, en fait? Ça, c'est là. C'est encore compliqué. Moi, je pense qu'on S'il est est sur le d'accord, hein. déclin, généralement, tout le monde est prêt. Mais si on se Mais dit tant qu'il qu'il va est continuer de On monter, devise. généralement, les En gens général, sont... on éprouve ces personnes-là. Ma question, c'est qu'est-ce que vous avez pensé des parents? Parce que moi, je me suis dit en lisant ce livre, tout le monde ne mérite pas d'être parent.